Viene el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 48. Le titre, le racisme dans le football. Et puis, la finale de la Coupe du Monde 1986. En effet, comme toujours, ce podcast va avoir deux parties. Un peu comme le foot, quoi, avec les demi-temps. La deuxième sera consacrée à la finale de la Coupe du Monde 1986, au Stade Aztèque, vous êtes habitués. Entre la France et l'Argentine, nous sommes sensiblement à la 35e minute, je vous le rappelle, 0-0 pour l'instant, mais un coup franc à distance idéal pour Maradona, aïe aïe aïe. Et pour la première partie, nous allons parler du racisme dans le football, sujet malheureusement d'actualité avec ce qui s'est passé à Guimarães récemment. Et vous allez découvrir certaines choses, je pense, être choqués aussi par d'autres, mais à un moment, je suis désolé, il faut bien appeler un chat un chat. Première partie, donc, le racisme dans le football. Vous êtes au courant, je suppose, nous sommes lundi, au moment où je vous parle. Hier, donc, Marega, l'attaquant de Porto, qui se déplaçait à Guimarães, après avoir marqué un but, a été victime d'insultes racistes et il a décidé de quitter le terrain. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Les joueurs, surtout ses partenaires, ont essayé de l'en dissuader, malheureusement, de le calmer surtout, parce qu'il était dans un état second. Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, s'en est pris au public. Il n'a pas réussi, en tout cas, à faire en sorte que son joueur reste sur la pelouse. Je n'ai pas de souvenir d'image de lui, d'ailleurs, à côté de Marega, plutôt des partenaires. Et Marega, qui a donné une interview aujourd'hui sur RMC, où il explique que ça a commencé à l'échauffement, c'était juste deux, trois personnes, dit-il. Ça doit arriver à tout le monde, on s'en fout, on peut continuer à jouer. Mais quand ça vient de presque tout le stade, il n'est pas possible de continuer alors qu'on se moque de la couleur de votre peau. Donc déjà, à travers ce témoignage, moi je pensais hier soir sur le plateau de l'équipe du soir, je découvrais ça comme beaucoup de monde j'imagine, et comme souvent, je me disais il y a 50, 60, 100, 200 peut-être supporters qui l'injurient de la sorte, avec des cris de singe et autres, mais là, bon, il précise bien que lui, en tout cas, il l'a ressenti comme tel, c'était quasiment tout le stade. Il précise que ça a été une grosse humiliation pour lui, évidemment, on peut le comprendre, et il conclut, toujours donc au micro de RMC, que, je le cite, « On aimerait que les matchs s'arrêtent. En tout cas, il faudrait un geste fort de la part des arbitres, de la Ligue, etc. Les slogans antiracistes, c'est n'importe quoi. Tu rassembles juste des équipes sur une photo que tu partages sur les réseaux sociaux. » Alors, de vous à moi, il n'a pas tort. Tu sens bien, et c'est quand même le fond du problème, tu as l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé par rapport à cette lutte contre le racisme. Si tu vois, je sais pas, comme avant les matchs de Ligue des Champions, à un moment, une sorte de bande-annonce avec quelques joueurs stars qui t'expliquent non au racisme, no racism, etc., etc. Si avant un match, voilà, tu lis une lettre, nous nous aimons tous, noir, blanc, vert, rouge, etc. Bon, ça effleure l'esprit, mais on peut pas dire que ça marque, franchement, les esprits. Tu as le sentiment, et je crois que ce sentiment, malheureusement, est assez juste, que les instances du football, qu'elles soient internationales ou nationales, là je parle de la France, il y a ce problème de racisme. Tu es dans une position où tu peux pas l'occulter, mais ça te fait chier, et même si tu peux y être plus ou moins sensible, ça te fait chier plus qu'autre chose de prendre le taureau par les cornes. Alors oui, pour marquer le coup, tu fais 2-3 petites actions, si le mot existait, je dirais actionnettes, tu vois, ici et là.
mais c'est la même chose que de passer, comme on disait, du mercurochrome sur une jambe de bois, quoi. Ça n'aboutit à rien. Voilà, mais toi, tu es couvert. Tu dis, on fait quand même des petites choses, hein. Regardez, là, on a fait ce petit slogan. Là, sur la manche gauche, il est marqué non racisme et trucs. Ouais, mais mon ami, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et je pourrais vous citer des exemples bien précis où ces gens-là auraient pu réaliser des choses importantes et intéressantes par rapport à cette lutte et où ils se sont montrés bien légers et bien ras, entre guillemets, mais ça prendrait tout le podcast. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais je ne sais pas, je dirais pas qu'ils ont pas l'envergure, si tu veux, ou toujours est-il que, voilà, des actionnettes. Voilà, on va dire ça. Alors, suite à la réaction de Maréga, il a quitté la pelouse quand même. C'est pas rien. Lui, il n'a pas continué. Il a dit comme ça, allez, pas avec moi. C'est vrai que le premier sentiment qui te vient à l'esprit, c'est pourquoi ses partenaires n'ont pas fait de même que l'équipe d'en face, à la limite, par solidarité. Surtout que dans l'équipe d'en face, il y a aussi des joueurs noirs, hein, donc qui connaissent ce problème et qui le vivent malheureusement plus ou moins au quotidien ou qui l'ont vécu et qui sont à même, on va dire, de comprendre la position de Maréga. Parce que c'est vrai que il peut y avoir, c'est quand même une petite tranche à travers tout ce qui m'est revenu un petit peu aux oreilles, ce que j'ai pu lire ici et là, et les réactions des gens sur les réseaux sociaux aussi. Tout le monde a compris sa réaction. Voilà. Il y a bien le président de l'Assemblée générale de Guimarães qui a déclaré que Maréga devrait aller voir un psychiatre, devrait aller consulter. Mais enfin, tout de suite, la vraie direction du club, c'est de la désolidariser de tout ça. Et ils essaient vraiment de trouver d'où sont venus ces cris de singe. Maintenant, s'il y a tout le public qui a été injurieux sur le sujet, ça va être compliqué d'inculper, entre guillemets, tout le monde. Peut-être qu'après, comme Maréga, c'est par rapport à ses réactions. J'imagine que quand tout le stade s'y met, je pense que tout le stade s'y est mis par rapport à la réaction de Maréga et qu'ils ont plus sifflé, j'imagine pas 20, 25 000 spectateurs, etc., lancer des cris de singe ou quelque chose dans le genre. Bon, en attendant, il est possible que pour certains, tu te dises, il doit prendre un peu sur lui, comme le laisser entendre un peu ses partenaires. Et parmi des partenaires, il y a aussi des joueurs noirs et qui sont victimes aussi de ce type d'injures de temps à autre sur les stades tout au long de leur carrière ou au quotidien, dans la rue, etc. etc. J'en ai discuté avec deux joueurs noirs qui, eux, alors pour le coup, ne sont pas pour qu'on arrête les matchs. Bon. Et c'est vrai que maintenant, on va un peu discuter de ça une fois qu'on baisse un peu le niveau émotionnel, parce que c'est quelque chose qui touche. Mais ces deux joueurs m'ont dit, tu sais, Didier, on peut en parler comme ça et tout, mais il faut le vivre. C'est pour ça qu'ils comprennent la position de Maréga, pour ceux qui pourraient dire, bon... des injures, malheureusement, il y aura toujours des cons à droite, à gauche. Et Maréga, là, il y a eu quelque chose. Ça a dû être la goutte d'eau. Voilà, comme disait mon grand-père antillais, qui avait toujours des formules assez imagées, mais l'une de ses grandes formules était « le mal d'autrui n'est qu'un songe ». Voilà. Et ce que me disaient ces deux joueurs, c'est que pour réaliser sa souffrance et son degré de souffrance, il faut l'avoir vécu. Et l'un d'entre eux
et Basile Boli. Et d'ailleurs, Basile, justement, il est pas pour que les matchs s'arrêtent. Parce que, selon lui, c'est se donner raison à ce qui est encore une minorité, et c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Le souci, moi, personnellement, je suis plutôt sur cette position aussi. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit hier, et j'ai vu les réactions de tout le monde, qui laissaient entendre que cette position était la bonne, que tout le monde aurait dû quitter la pelouse. C'est vrai. Le souci, j'en reviens toujours aux instances, c'est que il y a pas quelque chose de net par rapport à ça. La FIFA, qui s'est un peu alarmée de ce souci grandissant, mais vous allez bien écouter tout à l'heure, il date pas d'hier, et c'était de manière encore plus prononcée. Parfois, vous allez peut-être être surpris, notamment pour les plus jeunes, mais enfin les plus anciens aussi. Je vais vous donner quelques exemples. Mais que dit la FIFA ? En fait, je dis FIFA, mais c'est peut-être UEFA. Alors, l'UEFA stipule qu'il y a trois étapes pour un arbitre pour, effectivement, arrêter le match. Mais c'est lui qui doit décider. C'est pas les joueurs qui partent, et de fait, il n'y a plus de joueurs sur la pelouse, ou même il n'y a qu'une équipe qui part. S'il n'y en a pas deux sur la pelouse, il y a plus de match. Donc, les trois étapes selon le règlement de l'UEFA. Un arbitre peut arrêter une rencontre, il peut la suspendre ou l'abandonner si le comportement raciste est d'une grande ampleur ou d'une grande intensité. Bon, entre suspendre, arrêter, ça veut dire, pendant 5 minutes, le temps que ça se calme, que ça soit réglé, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de précision, ça ne va pas durer 3 jours, évidemment. Suspendre ou abandonner, ça me semble être... arrêter et suspendre, ça me semble être pareil, quoi. Abandonner, ça veut dire le match est terminé parce que effectivement le comportement raciste est d'une trop grande ampleur et d'une trop grande intensité. Donc ça, c'est le règlement. Tu vis à travers des règlements. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bon règlement. Le bon règlement pour certains, mais après, il faut l'écrire, il faut le faire. Parce que là, si les joueurs de Porto sortent, ils auront tout le monde avec eux, ou la majeure partie. Ça sera très compliqué pour les instances, parce que si tu suis le règlement, et je crois qu'ils ont gagné à Guimarães, enfin au moment de l'incident en tout cas ils menaient au score, si tu suis le règlement, ils ont match perdu. Et quelque part, ça va pas au niveau du règlement. Mais quelque part, ça va pas aussi parce que s'il y a un seul crétin qui fait un cri de singe, tout le monde s'en va aussi. Ça commence où, ça finit où? Et après, on a beau jeu de dire, bah nous on l'a pas entendu. Ah bon, vous avez entendu, machin, là. Et on va partir du principe que, ok, il y a un nouveau règlement. Et ce règlement dit, s'il y a des injures racistes qui sont proférées, eh bien, l'équipe dont un joueur en est victime, il sort. Et par solidarité, l'autre, elle sort. Et après, on verra bien. Enfin, après, il faut bien trouver un truc. On rejoue le match à huis clos, etc. Il faut toujours voir, je pense, est-ce que ça va régler le problème du racisme dans le football? Est-ce que ça va aider à le combattre? J'en suis pas si sûr. Et c'est ça, et c'est pour ça aussi que, comme une minorité, manifestement, je suis pas pour l'arrêt des matchs dès qu'il y a un cri raciste. Et que les joueurs sortent. Ah, c'est comme ça, les trucs, je sors. Disons qu'il y a ce règlement. Ça veut dire
que de temps à autre, il va y en avoir certains. Très bien. Malgré tout, tu vois, les règlements, ça se transgresse, les mecs, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils fassent des cris de singe, qu'ils balancent des bananes, des choses comme ça, parce qu'il y a plusieurs formules, hein, si vous voulez, pour exprimer votre racisme. Très bien. Donc, petit à petit, ça va marquer les esprits. On va dire que le club qui reçoit, enfin, dont les supporters font les cris de singe, a priori, il y a un des deux clubs qui doit être pénalisé. Donc c'est ce club-là qui sera pénalisé. D'accord. On va dire que à moyen terme, plus ça va aller, plus ça va s'arrêter par la force des choses. Parce que, allez, on va dire vous êtes téléspectateur. Vous avez payé votre bouquet pour avoir le championnat X, etc. et tout. Et dans le championnat X, à un moment, vous regardez le match, mais au bout de 20 minutes, il y a des cris de singe. Ou des bananes qui sont envoyées, ou une banderole qui s'est faufilée. Hop! Le joueur qui est touché s'en va. Les coéquipiers savent que c'est dans le règlement, ils peuvent être solidaires. Ils le sont. La deuxième équipe, qu'elle s'en aille ou pas, de toute manière, truc. À un moment, ça va te monter à la tête, cette histoire. Est-ce que ça va suffire pour que les clubs prennent vraiment en main les choses et fassent en sorte de virer ces gens-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que derrière ça, si vous voulez, petit à petit, tu vas régler un problème. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chants racistes dans les stades. Attention, dans des championnats, parce que va faire ça dans certains clubs de l'Est et tout, parce qu'après, il faut les appliquer, les choses. Hein. Je veux dire, il y a des zones qui sont quand même, et des endroits beaucoup plus compliqués, et extrêmement compliqués aussi pour les présidents, qui même s'ils veulent le combattre, qui s'exposent d'une manière, parce que les supporters en question, qui sont des extrémistes, machin, les virer, même s'ils veulent les virer, c'est pas simple pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer. Donc, mais disons qu'avec ça, allez, on a réussi à ce qu'on voulait. Il n'y a plus de cris singe, il n'y a plus de racisme venant des tribunes. C'est bien pour les joueurs qui n'en seront plus victimes, et c'est bien eux qu'il faut protéger. On va dire que c'est bien pour le football. Ils ont réglé le problème. Moi, vous savez, ce que je trouve dommage derrière ça, c'est que le football a une telle caisse de résonance aujourd'hui, a une telle importance, notamment auprès des jeunes. S'il y a bien des gens qu'il faut éduquer et protéger par rapport à ce fléau, c'est les générations qui arrivent. Je crains fort, même si on peut travailler sur quelqu'un de 50 ans qui est profondément raciste, je crains fort que tu mettes beaucoup d'énergie pour gagner 2-3%. Mais si son fils, qui est dans cet environnement, qui entend toujours certaines choses à la maison, etc. et tout, tu lui offres une autre fenêtre, une autre manière de penser, etc., etc., peut-être que lui, qui avait toutes les chances de suivre le chemin de ses proches, ce type de chemin, peut-être que tu vas en récupérer beaucoup. Et je veux dire par là que... Comment exprimer ça? En essayant d'être à peu près clair. Voilà, je vous dis, le football a une telle caisse de résonance, il a une telle importance dans la société d'aujourd'hui, qu'il doit, à sa manière, il ne sauvera pas le monde, on est d'accord. Mais il doit contribuer, et de manière notable, dans certains domaines, parce qu'il peut le faire, s'il s'en donne les moyens, à faire avancer la société. Si ce sont des champions qui prennent position, si ce sont des clubs qui font certains actes, si, etc., etc., ça va toucher beaucoup de gens. Parce que des gens passionnés de foot, il y en a des milliards. Et parmi ces milliards, il y a beaucoup de jeunes entre 6 et 20 ans, à des âges peut-être encore récupérables, même si on peut être récupérable à tous âges. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et partant de là,
je veux dire aussi que ce n'est pas parce que tu n'as plus de chant raciste de 40 personnes que tu auras éradiqué le racisme dans le football. Il ne s'exprimera plus, mais il sera toujours présent. Vous me suivez? Toujours. Et je me dis que tu dois trouver certaines choses pour protéger ces joueurs et tu dois mettre en place certains projets pour justement profiter des 50-60 demeurés au bas du front ou tout ce que tu veux, qui sont malheureusement des fois un peu plus que 50-60, je mets un chiffre comme ça en l'air, mais qui restent malgré tout normalement une minorité, sauf dans les stades où les extrémistes ont plus ou moins pris le pouvoir, notamment dans certains pays, parfois certaines tribunes ou certains bouts de tribunes, etc. Et une fois que tu as protégé quand même ces joueurs, tu dois profiter de ça pour que fort de cette loupe que tu mets, je veux dire, en avant par rapport à ce qui s'est passé avec Mariga et sa réaction et ces images qui font le tour du monde, ben quelque part, ça fait réfléchir, ça fait parler. Et fort de ça, tu dois mettre des actions en place, mais pas juste un slogan ou une bande-annonce et sur la manche gauche, UEFA, no racism ou des conneries dans le genre. Enfin, des conneries, c'est toujours bien, mais ça te fait avancer d'1 centimètre. Il faut trouver des choses qui te fassent avancer de 100 kilomètres. Et fort de ça, eh bien, tu vas amener beaucoup de choses qui vont aider le football dans certains domaines, mais aussi, à sa manière, la société. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Sans compter que ton histoire de 3-4 fous furieux qui balancent des bananes, tu arrêtes le match, tout le monde s'en va. Je suis pas sûr que tu vas avoir l'adhésion totale des spectateurs et téléspectateurs. Tu vois, là on est dans l'émotion, quoi, par rapport à ce gars qui a souffert, voilà, au plus profond de lui-même pour avoir cette réaction et qui était totalement en transe, etc., etc. Voilà. Mais une fois l'émotion tombée, je suis pas sûr que tu aies une adhésion totale si tu arrives à ce type de règlement. Prenons un exemple que vous connaissez. Quand Dani Alves, au moment de tirer un corner pour Barcelone à Villarreal en 2014, je crois sensiblement, saison 2013-2014, cette banane, au lieu de quitter le terrain, il la prend, il la mange et il remercie le public, enfin l'endroit d'où est manifestement partie cette banane. Ben, ça fait le tour du monde d'une certaine manière. Ça t'empêche pas, après, toi, dirigeant de Villarreal, de dire « Merde, putain, il y a quelqu'un qui balance une banane, là, je vais faire le nécessaire, etc. etc. » Après, de l'autre côté, tu bosses aussi. Et derrière, tu as Neymar, coéquipier, donc, à l'époque, de Dani Alves, qui poste sur Instagram une photo où il est avec son fils. Et chacun a une banane. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Enfin, lui, il a une vraie banane et le petit, c'est mignon, il a une banane en peluche. Et il fait hashtag Somos todos macacos. Ça veut dire nous sommes tous des singes. Ben, c'est vu 1 million de fois, ou je sais plus trop quoi. Et tout le monde derrière. Alors, ça a eu de grosses répercussions en Espagne, évidemment, et au Brésil. En France, on en a, je pense, moins parlé. Et des politiques brésiliens, espagnols, machin, des écrivains, des ceci, là, ils ont tous posé avec une banane. On n'est pas des singes, nous somos todos macacos. C'est pas qu'on n'est pas des singes, c'est que nous sommes tous des singes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes tous des singes. Petite parenthèse au passage, parce qu'on dit toujours l'homme descend du singe au départ, voilà, il y a des millions d'années, voilà, un singe et hop, et puis il s'est transformé en homme, patati patata. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Le plus ancien hominidé à la connaissance du monde, même si on pense qu'il y en a eu d'autres avant, date de 7 millions d'années.
petit peu de culture, dans le podcast, ça peut pas faire de mal. Alors, un hominidé, c'est quoi? C'est de la famille des primates, quoi, si vous voulez. Donc, il portait, on lui a donné un nom, le nom de Toumaï. Je vous rappelle que la naissance des mammifères, c'est sensiblement 250 millions d'années, et les primates, eux, ils sont arrivés il y a sensiblement, on va dire, 50 millions d'années. Voilà. Et ils se différencient, et à un moment, on l'estime il y a 7 ou 10 millions d'années, eh bien, ils sont transformés il y a eu deux voies. Il y a eu celle des grands singes, et puis il y a eu celle propre à l'homme, quoi. À l'humain. Donc il y a eu les grands singes d'un côté, l'humain. Ça veut dire qu'on a la même descendance par rapport à Toumaï, si tu veux. Mais on descend pas du singe. Mais quelque part, on est de la même famille. Voilà, on va dire qu'on est plus des cousins. Voilà, ça c'est la petite histoire. Bon, bref. Revenons à nos moutons. En France, on sait qu'on a vécu des choses dans le domaine, on n'est pas les derniers. En Italie, c'est assez fréquent, on le sait. En Espagne aussi. En Angleterre, je me souviens les bananes que recevait John Barnes lorsqu'il jouait, je ne sais plus si c'était à Watford ou à Liverpool. Bon, c'est partout. Et sur les terrains de foot, après, et surtout, autrefois, voilà, tu as 30 000 personnes, 40 000 personnes, il y a un petit groupe qui balance des bananes. Pour savoir, pour les localiser et avec certitude, c'est compliqué. Aujourd'hui, pas du tout. Si tu veux régler le problème et les suspendre à vie, comme 3 supporters de Cagliari l'ont été d'ailleurs récemment, avec toutes les caméras, et là, je vous demande une sirène, parce que soyez bien attentifs à ce que je vais dire. Voilà, pour avoir discuté avec certaines personnes qui sont au fait de ces choses-là, eh bien, d'une manière générale, surtout que les gens, ils savent, ils connaissent leurs supporters, même s'il y en a 50 000, ils savent que ça vient toujours du même endroit, etc., etc. Ils savent tous, à peut-être quelques exceptions près, d'où ça vient et qui est derrière. Certains m'ont même dit, dans certains stades, mais Didier, ça fait des années et des années et des années que ça vient de là. Et qu'aujourd'hui, avec les caméras, tu peux savoir et tu peux les exclure. Donc la question que je pose, pourquoi ils ne le font pas? J'imagine que pour X raisons, ça ne doit pas être simple. J'ose pas imaginer des questions économiques, surtout que à ces endroits-là, ça part pas des loges ou des présidentielles, là où les prix sont conséquents. C'est plutôt en général dans des endroits où les places sont moyennement chères ou peu chères. Mais pourquoi ils ne règlent pas le problème? Et pourquoi ils ne veulent pas le régler? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à la question. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça a quand même considérablement évolué dans la mesure où ce problème ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, Marega est dans une position où il peut se permettre de quitter la pelouse et il aura 95% d'aficionados et du grand public qui comprendront sa position et qui seront de son côté. Et il le sait. Et donc, demain ou après-demain, d'autres pourront le faire. Ils savent que ils ne seront pas jugés et mal jugés s'ils ont cette réaction. Donc, il y a eu une évolution. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Et il s'est passé des choses dans nos tribunes, un peu partout en France, dans les cris, parfois au niveau des banderoles, où ça allait vraiment très loin. Et c'est pas si vieux. Ça a 15, 20,
25 ans. Je me souviens, puisqu'on parlait de Basile Boli, qui avait été meurtri par quelque chose. Pourtant, il est costaud, Basile. Les gars qui connaissent Basile. Mais comme je vous le dis, c'est quelque chose qui revient de très loin. Et c'est un point extrêmement sensible. Une fois, me disait-il, il est venu jouer avec Auxerre au stade Vélodrome. Enfin, il y a joué 4-5 fois, et chaque fois, il était plus ou moins pris à partie. Mais une fois, c'est allé très très loin. Et même quand il en parle encore 25 ans après, ou peut-être plus, peut-être 30, en fait, c'est quelque chose qui l'a touché, encore une fois, au plus profond de lui. Il y a eu, pendant l'échauffement, des gens, et pas 3-4, et donc ça avait été répété, qui chantaient « Basile, tu pues, va te laver le cul ». Première chose. Mais ensuite, il y avait une banderole, et pas une banderole genre un petit mouchoir, et donc ça veut dire, une banderole, ça prend de la place, ça veut dire que si elle arrive dans les gradins, il y a quand même des contrôles, des choses, ça se sait, c'est que tu acceptes. Et qui fait très mal, me dit-il, c'était Boli au zoo, libérer les animaux. Et là, me dit-il, je voyais dans le regard de mes partenaires qui étaient désolés quand on est entré au vestiaire, je n'en pouvais plus, j'étais effondré. Il était touché, effondré. Et il me dit, et là, Giroud a eu les mots. Ah bon, il t'a dit quoi? Giroud m'a dit, tu sais, Basile, pourquoi ils font ça? Tu sais pourquoi ils font ça? Non, je sais pas, il y en a. Ils le font parce qu'ils savent que tu es fort. Et c'est quelque chose qui a bouleversé Basile dans la mesure où Giroud ne lui a jamais dit avant, il a eu gosse, il est arrivé à 14 ans, là il avait peut-être 22 ou quoi, donc en 7-8 ans, et il me l'a même jamais dit après, il m'a jamais dit quelque chose comme ça, tu es quelqu'un de fort, Basile. Et là, ça m'a boosté. Et donc là, je dis, ah oui, je suis quelqu'un de fort, et je vais leur montrer. Et il me dit, Didier, j'ai fait un match 5 étoiles. Alors là, je peux te dire que j'ai été royal, les interventions, les machins, les didi, 5 étoiles et tout. Mais c'était, le ciel me tombait sur la tête quand j'ai vu cette banderole et quand j'entendais cette chanson, même si, un peu partout, sur tous les stades, et ceci, cela, là, j'étais, voilà. Bon, il n'y a pas des banderoles comme ça sur tous les stades, mais ça peut arriver sur tous les stades, ce type de banderole. Un gars comme Georges Weah, quand même. Tout ce qu'il a fait au PSG, et même s'il n'avait pas fait, vous me direz. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça, on en a beaucoup parlé à l'époque, son dernier match avec le PSG au Parc des Princes, c'était contre Le Havre. Il y avait une banderole énorme, et là, c'est pareil. Ça veut dire la banderole, elle ne tombe pas du ciel en parachute. Ça veut dire que tu acceptes. Et où il était inscrit, Weah, on n'a pas besoin de toi. Mais avec des insignes extrémistes, si vous voulez. Je me souviens que le S, par exemple, était le S des SS. Tu vois, chaque fois qu'il y avait... Et puis, il y avait écrit d'autres choses, mais chaque fois, le S en question, voilà. Vous voyez comment est le S des SS. Et il a fallu que Lama dise, je crois que c'est Bernard, qui a dit dans les vestiaires, quand les gars ont été au courant, et bon, Weah, tu prends ça dans la tronche, ok. Il a dit aux dirigeants, machin, si vous enlevez pas ces banderoles, on joue pas le match. Et ils ont quand même enlevé les banderoles. Mais si tu dis rien, c'est pour ça qu'il faut que ça viendra des joueurs. Et l'attitude de Marega, elle va aider. Mais au fond de moi, pour les raisons que je vous ai expliquées, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Et pour en terminer avec Basile, quand il a signé à l'OM, c'était pas évident. Maintenant, c'est la superstar, etc. et tout, vous savez bien. Et il me dit d'ailleurs, pour mon premier match, Jean-Pierre Bernès est venu me voir, premier match donc au Vélodrome, mais sous les couleurs de l'OM. Il me dit, Basile, pour pas qu'il y ait d'histoire et tout,
le speaker du stade, il va pas donner ton nom. C'est-à-dire qu'il va dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, et on va passer directement du 3 au 5, parce que sinon, etc., etc. Alors là, attention, il n'y a pas que du racisme derrière. Là, il y avait aussi une rivalité, les matchs Papin-Boli, Auxerre qui se distinguait à l'époque, etc. Donc voilà, enfin, on en est là aussi. Donc, tout ça pour vous dire à quel point des joueurs comme Basile, sur tous les terrains du monde, tout ce qu'ils ont pu endurer. Mais à l'époque, tu sortais pas. Parce que si tu sors, eh ben ça veut dire que, comme Mariga, ça veut dire que tous les aficionados, et tes propres supporters, etc., ils seront contre toi. Donc là, maintenant, il y a cette évolution et c'est tant mieux. Moi, je me souviens des gars comme Joseph-Antoine Bell recevant des bananes. Bon, le gardien de but, en général, il est plus exposé parce qu'il est plus près des supporters dans tous les stades du monde. Et sur X stades, des gars comme Bell, il s'est pris des bananes, quoi, tu vois. Et bizarrement, ça faisait partie un peu du folklore, quoi. On se formalisait pas. On a laissé faire. Banane, tu dis, il y a des cons partout. Et ainsi de suite. Une banderole, retourne aux eaux, machin, truc. Des cris de ça, je sais. Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience et ça, c'est très, très positif. Mais, dans tous les pays, et même au Brésil, parce qu'on a toujours cette image du Brésil, voilà, qui a réussi à rassembler les gens. Il y a des noirs, il y a des métis, il y a des carterons, il y a des blancs, il y a cela. Ça a été très compliqué. Il y avait un racisme beaucoup plus prononcé que vous pouvez l'imaginer, je suppose. Et les joueurs noirs ont dégusté. Et finalement, au niveau de la Seleção, les Auriverdes, ce qui a fait basculer les choses pour les joueurs noirs, ça a été 1958. Avec, évidemment, les matchs fantastiques de Garrincha et Pelé. Pourquoi ? Alors là, je vais reprendre un petit peu, je me suis plongé dans une étude faite par José Sergio Leite Lopez et Afrano Garcia Junior, avec qui on a passé des soirées, on a fait des soirées pasta assez extraordinaires, qui sont tous les deux professeurs, sociologues. Sergio Leite Lopez, il est aussi journaliste, etc., et qui ont beaucoup étudié, l'autre il est aussi anthropologue, qui ont beaucoup étudié tout ça au sein du football brésilien notamment. Et il faut savoir que, par exemple, les défaites de 1950, terribles, contre l'Uruguay, et puis en 54, notamment la défaite contre la Hongrie, 4-2, la Grande Hongrie quand même, de Puskás, Idgueduti, Zibor, Koksic et compagnie, avec la défaite 4-2, et la plus grande bagarre sur un terrain de football de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais quand même, c'est une boucherie. Mais ces éliminations contre la Hongrie et cette fameuse défaite au Maracana en 1950, elle a été imputée aux joueurs noirs de la Seleção, notamment Barbosa pour le fameux gardien de but et le défenseur Bigode. Voilà, comme si c'était, évidemment, c'est de leur faute. Pourquoi ? Parce que on estimait, et c'est extrêmement raciste, si vous voulez, comme théorie, que le joueur noir, pour les matchs de très haut niveau, on ne pouvait pas compter sur lui parce que émotionnellement, il n'avait pas les capacités de gérer le stress, etc., etc. On ne pouvait pas compter sur lui, quoi. Ah, c'est les Noirs, machin, vous savez, les Noirs ils dansent, les Noirs ils ceci, les Noirs ils cela. Et à un moment, à l'instant T, il faut qu'il soit là, il n'est pas là. Voilà, c'est le gros truc, comme les Noirs, je veux dire, sont pas là à l'heure, les Noirs ceci, machin. Ça a été longtemps un peu latent, si vous voulez, même dans notre football, où on partait du principe que un noir gardien de but,
ils sont tête en l'air. Ils sont sympas, ils sont rigolos, ils dansent bien. Enfin, ils sont tête en l'air. Tu vois, leur donner cette responsabilité d'être le rempart ultime. Quand tu vois que le meilleur gardien de la Ligue 1 actuelle, c'est Mandanda, et que tu vois le nombre de gardiens de but noirs qu'il y a dans notre championnat et qui sont bons, les bougres. Quand tu vois équipe de France, les 3 meilleurs, tu as Lloris, Mandanda et Maignan. Tu en as 2 sur 3 qui sont noirs. Donc, on a évolué, mais il y avait ça, on raisonnait comme ça à l'époque. Et pour en revenir à 1958, donc avec la première victoire du Brésil, et Garrincha qui nous fait un show terrible, et en 62, n'en parlons pas, et les 3 buts de Pelé contre l'équipe de France, puis les 2 buts en finale contre la Suède, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est que 2 joueurs de Botafogo, qui jouaient d'ailleurs avec Garrincha, qui était également à Botafogo, et qui étaient très considérés dans l'équipe, Didi, joueur noir, et Nilton Santos, l'arrière-gauche fantastique que l'on connaît, enfin que les spécialistes connaissent, eh bien ils sont allés voir Feola, le sélectionneur, parce que premier match, il l'emporte, 3-0 contre l'Autriche, mais enfin l'Autriche, voilà, c'était pas la grande Autriche, la Winter Team d'X années auparavant. Mais deuxième match, ils font 0-0 contre l'Angleterre, et là, le troisième match contre l'URSS, qui était redoutable à l'époque, il va être décisif. Il peut être décisif, tu peux te faire éliminer. Et Didi et Nilton Santos vont insister auprès de Feola pour faire jouer Garrincha et Pelé. On savait que c'était les meilleurs, mais comme il y avait ce vieux truc, tu vois, comme quoi, noir, match important, truc, est-ce qu'il sera là, ou est-ce qu'il pensera à autre chose, et ben voilà, il les a fait jouer, et on a vu la suite. Et là, ça a bouleversé, si vous voulez, certaines choses par rapport à l'idée que se faisaient les aficionados de foot. Au Brésil, il y en a beaucoup, et il n'y a pas que des Noirs, donc ce que se faisaient les Blancs, en se disant, merde, machin. Donc, c'est pour ça, et j'y reviens à cette histoire, car c'est l'histoire, les enfants, et c'est pas innocent. J'en reviens à ce que peut amener à la société le football. Parce qu'avec ces exploits de Garrincha et Pelé, c'est sur le plan sociétal, au Brésil, beaucoup plus qu'une première Coupe du Monde. C'est un regard différent qui est posé sur les Noirs du Brésil. Vous me suivez? Et j'en reviens à ce racisme qui existait donc au Brésil. Il faut savoir que le football, là-bas, ça appartenait à l'aristocratie. Fluminense, qui est un très vieux club, à la base d'ailleurs, ces clubs-là étaient également souvent des clubs de cricket, ou de cricket, je sais pas, Jiminy Cricket, hein? Non, c'est pas lui qui chante comme ça, c'est Woody Woodpecker. Ah c'est un cricket, Woody Woodpecker, non? Ah non, je suis con. Woody Woodpecker, c'est un pivert, voilà. Non, c'est Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est un cricket, comme son nom l'indique dans Pinocchio. Voilà, ça c'est un cricket. Bon, alors je sais pas si on dit cricket ou cricket. Bref, ces clubs-là, à la base, ils étaient omnisports, ils le sont toujours d'ailleurs, et on jouait au cricket, et on faisait de l'aviron. C'est pas des sports hyper populaires, si vous voulez. Donc, c'est l'aristocratie qui s'est emparée du football importé, comme partout en Amérique du Sud, par les Anglais. Et vous devez connaître cette histoire, j'imagine. À Fluminense, le premier joueur noir, et encore noir, il était mulâtre, il s'appelait Carlos Alberto, eh bien, il rentrait toujours, enfin avant d'entrer, eh bien, il se mettait de la poudre de riz sur le visage. Voilà. Alors, est-ce que c'était histoire de se faire passer pour un blanc? Je pense pas, parce qu'en transpirant et tout ça, et en plus, chaque fois que Fluminense jouait à l'extérieur, ils se faisaient huer, on les appelait poudre de riz, etc. J'ai essayé de chercher, est-ce que c'était pour marquer le coup, ou pourquoi ils se mettaient de la poudre de riz sur le visage? À la base, je pensais il y a longtemps que c'était pour l'air de rien, tu vois, en loose day, se faire passer pour un blanc, puisque les Noirs, il y a eu un moment où ils n'étaient pas autorisés à jouer avec les Blancs. Mais bon, alors il faut aussi le faire
sur les jambes, sur les bras, et forcément ça va partir. Donc si vous savez pourquoi il l'a fait, est-ce que c'était pour marquer le coup, tu vois, dire voilà, si vous pensez que je ne suis pas comme vous, je me mets de la poudre de riz. J'imagine que c'était plutôt par rapport à ça. Ça, c'était aux alentours de 1912-1914. Donc, ce joueur de Fluminense, ça a marqué un peu l'histoire, puisque je vous en parle aujourd'hui plus d'un siècle après. Voilà, il se mettait de la poudre de riz sur le visage avant d'entrer sur la pelouse. Alors continuons un peu avec le Brésil et le racisme qui existait à l'époque et au Brésil et dans le football toujours avec José Sergio Leite Lopez et Afrânio Garcia Jr. qui précisent que, et ça je savais, que Vasco da Gama a beaucoup fait dans la lutte contre le racisme dans le football, puisque en 1923, donc, le Vasco da Gama, qui est l'un des 4 clubs majeurs carioca, qui se consacrait également, précise-t-il, à l'aviron, mais il regroupait une nombreuse colonie d'immigrés portugais. Et la première fois qu'ils disputent le championnat de première division, ils sont champions, donc en 1923. Pourquoi ? Et quel était leur secret, en quelque sorte? Oui, bon, des joueurs de talent et tout, mais pourquoi cette équipe était redoutable? Parce qu'ils avaient engagé les meilleurs joueurs, qu'ils soient blancs, noirs ou mulâtres. Et donc, contrairement aux clubs aristocratiques dont je vous ai parlé, notamment Fluminense, etc., les noirs et les mulâtres, ils étaient présents. C'était pas interdit en soi à ce moment-là. Alors, les autres clubs, ils ont trouvé une parade. Ils ont formé une autre ligue, carrément, tu vois, et ils ont exclu Vasco da Gama parce que Vasco da Gama n'avait pas à l'époque son propre stade. Et après, tenez-vous bien, ils ont fait un test de scolarité des joueurs pour que ceux-ci aient leur bulletin d'inscription qui puissent devenir jouer au plus haut niveau, etc., etc. Un test de scolarité. Et comme les noirs et mulâtres peu chers, ils venaient des couches les plus populaires et ils n'avaient pas les bases scolaires adaptées, ils n'étaient pas acceptés. Donc tu vois, ils ont réglé le problème, pour vous dire à quel point c'était. Bon, on remonte en 1923, mais quand même. Il y a un autre club au Brésil, là, on est plutôt dans l'état on est carrément dans l'état de Sao Paulo, puisque c'est Ponte Preta, qui se trouve à 100 km de Sao Paulo. Et là, il y a de très belles histoires autour de ce club, qui a été le premier club professionnel au Brésil, d'ailleurs. Ponte Preta, c'est pas le plus connu. Ponte Preta, d'où sont originaires Rai et la famille, et sa famille, Socrates. Je vous avais expliqué quel périple, pour la première fois où je suis allé voir Socrates, c'était à Ponte Preta, etc., etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est pas le sujet. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux aussi, il y a du pas bon, on le sait, mais il y a aussi du bon, c'est-à-dire que tu peux communiquer avec des gens et apprendre des choses de manière plus précise par rapport à celle dont je vais vous parler, parce que je savais vaguement, j'avais lu des choses dans Lucarne Opposée, notamment il y avait eu un article qui était très bien fait, Lucarne Opposée, je pense qu'ils ont un site, mais moi je suis abonné Twitter et des fois je lis des articles et pour tout ce qui est Amérique du Sud notamment, je vous les recommande si vous ne les connaissez pas, mais ils sont assez connus quand même maintenant. Et là, c'est @domflou, voilà, qui m'écrit suite à ce qui s'est passé avec Mariga, qui est un spécialiste du football brésilien. D'ailleurs, il a écrit un livre que je vous recommande aussi, qui s'appelle « Les clubs de football brésiliens ». Si vous allez sur Amazon, tout ça, vous allez voir ça. Et il me dit, tu sais Didier, Ponte Preta a été un club d'avant-garde dans la lutte contre le racisme. Déjà, en témoignent les couleurs que ce club a choisies. Et curieusement, ce sont les mêmes couleurs que Vasco da Gama. Le noir et le blanc, symbole de l'accueil en son sein de joueurs de toutes origines. Et le premier footballeur noir de l'histoire du football brésilien était un joueur de Ponte Preta. Et là, c'était en 1900...
1904 ou quelque chose comme ça. Le club, il a dû être créé quelques années avant, qui s'appelait Miguel do Carmo. Donc c'est très connu là-bas. Et le club s'est positionné. Alors là, à l'époque, le racisme, il était bien ancré, hein, de telle manière que l'esclavage avait été aboli quelques années auparavant. Hein. Le Brésil, ça a été assez tard, l'abolition de l'esclavage. 1888. Donc tu vois, c'était tout récent, 1888, l'abolition de l'esclavage au Brésil. Et évidemment, comme il y avait ce joueur noir à Ponte Preta, chaque fois qu'ils allaient jouer à l'extérieur, alors là, des cris de singe, en veux-tu, en voilà, ils y avaient droit. Et là, me précise @domflou, il y a quelque chose de formidable et de remarquable qui va se passer, c'est que les joueurs et les supporters, blancs comme noirs, noirs comme blancs, ils vont décider de s'approprier cet animal, le singe, donc, comme mascotte de leur club. Voilà, comme il y a des cris de singe, ils sont accueillis par des cris de singe partout où ils vont, il y a le singe, machin. C'est sympa un singe, très bien le singe. Eh bien le singe, ça sera l'emblème de Ponte Preta. Donc voilà, c'est plutôt dans les années 30 qui sont pris le singe macaca, comme l'on dit là-bas, comme emblème. Et ils ont même plusieurs chants, voilà, des supporters, je veux dire, où il y a des cris de singes, où les singes sont mis en valeur, où on dit qu'on aime les singes. Dans l'article de Lucarne Opposé dont je vous parlais, il y a d'ailleurs la vidéo de l'un de ces chants, et qui, en français, comme le précise l'article, dit « Ponte est une race ». Une tradition, un amour qui vient du cœur, Ponte Preta, hein, donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux, pour cela qu'il n'y a rien de mieux. Le cri sort de nos tripes, de quoi? Allez, Ponte, olé, olé. Ponte, singe adoré, amour de ma vie, je suis fou de toi. Ponte, singe adoré, amour de ma vie, je suis fou de toi. Voilà, ils sont fous de leur singe. Et ça va même plus loin, parce que les insultes et les cris de singe, donc ça remonte un petit peu au Brésil. Voilà, maintenant tout ça est entré dans l'ordre. Mais relativement récemment, toujours dans ce très bon article, là maintenant je suis passé à l'article de Lucarne Opposé. Il nous précise que en 2013, le club Ponte Preta, qui est un club mineur du Brésil, mais enfin ils sont quand même souvent en première division, ils l'étaient il n'y a pas longtemps, ils sont descendus, là je crois qu'ils sont en deuxième division. Donc pendant la campagne Sudamericana 2013, qui est l'une des compétitions voilà, internationales sur le plan de l'Amérique du Sud, ils vont aller jusqu'en finale, qui vont perdre finalement contre Lanús. Mais, et donc là c'est récent, 2013, ils vont jouer à Vélez, ils vont éliminer Vélez, club argentin, Vélez Sarsfield, que vous connaissez bien, et ils vont jouer aussi donc en finale contre Lanús. Eh bien, ils vont être accueillis, alors que là on est en 2013 quand même, par des cris de singe. Et les supporters, si vous voulez, par rapport à ces cris de singe, les supporters qui ont fait le déplacement, eh bien eux, ils poussent aussi des cris de singe et ils miment comme s'ils étaient, tu vois, ils se tapent papa sur la poitrine, ils miment comme s'ils étaient des singes, machin truc. Ben ils sont fiers d'être singes. Voilà, ils répondent par une forme d'humour à cette agression. Et j'en reviens à tout ça. Et je voulais expliquer avec cette histoire, Feola, quand il dit machin, et après Garrincha et truc, et le regard qui a changé, fort de ce qui se passe malheureusement, et que certains joueurs, et ça je discute pas, le mal d'autrui est un songe, je le répète, sachant qu'ils peuvent quitter la pelouse, s'ils le désirent, qu'ils le fassent, etc., pas persuadé que la meilleure solution, c'est de trouver un règlement qui fait que dès qu'il y a ça, le match s'arrête, mais en revanche, et c'est le problème de cette société actuelle, c'est que il y a un souci, c'est pas des moindres. Tu vois, il y a des soucis, bon, tu peux dire aujourd'hui peut-être, ou alors demain, on verra bien, etc. Mais il y en a des majeurs. Le racisme, c'est un problème majeur de la société d'aujourd'hui, et dans le football notamment. Il faudrait pas que
ces images de Mariga qu'on a actuellement bien en tête, eh bien, ça fasse aussi un effet Kleenex, voilà, bon, truc, et puis une actualité chasse l'autre, et puis on passe à autre chose, et puis hop, dans 3 mois, il y aura des cris de singe, Altobelli, ou je sais pas trop quoi, non, je dis Altobelli, je pense à Balotelli, bien sûr, etc., et truc, oh, c'est dommage, c'est ennuyeux, c'est terrible, c'est machin, oh, c'est pas beau, et truc, hop, et puis après, on passe à autre chose. Il faudrait effectivement qu'au niveau des instances, mais de manière rationnelle, on se penche sur ce problème et qu'on profite, j'aime pas le mot profiter, mais là, en l'occurrence, c'est un peu ça, de ce problème pour non seulement le régler, mais encore une fois, le faire reculer grâce au football fort de son importance, de sa caisse de résonance, etc., etc. Vous voyez, j'ai fait tout un podcast là-dessus. Les milliers et milliers de personnes qui vont l'écouter, peut-être ça fait un peu tilt. Au niveau il faut que les médias aussi prennent ça en main. C'est pas que les instances. Et les instances, il faut peut-être un petit peu les bousculer à un moment, parce que sinon, tu vois, ils sont tranquilles, ils sont là. Et tous les gens qui aiment le football, etc. Et évidemment, concerner les joueurs, et pas que les noirs, les blancs. En plus, c'est un endroit, le football, où tu peux d'autant plus marquer les esprits que le racisme au sein des joueurs, normalement, à part vraiment des petits exemples, mais il faut aller les chercher, normalement, il n'existe pas. Et pour cause, à partir du moment où tu vis des choses fortes au quotidien, que tu t'entraînes avec la même personne tous les jours, tu vas vivre 10 ans de ta vie, plus avec tes coéquipiers qu'avec ton premier cercle, à la limite. Tu vois, les déplacements, les ceci, les cela, les entraînements, et tu vas partager des choses tellement fortes, et que, de toute manière, tu vas pleurer avec des gens d'apparence ou de croyances différentes. Tu vas rire avec eux, tu vas les enlacer après un but, tu vas boire des coups avec eux, tu vas machin, et bien sûr, il y a pas de problème, je veux dire, tu leur fais des passes, je veux dire, tu vois, comme disait Michel Hidalgo, voilà, une passe, c'est un geste d'amitié, voilà, je te donne, etc. C'est très expressif, une passe. Donc, tu dois trouver des tas de choses à un endroit où c'est propice de montrer au monde entier que le racisme est une connerie. Il y a tellement de belles histoires entre des gens qui vont au-delà du football. Bon, on parlait de Basile Boli, la relation d'amitié entre Basile et Waddle, mais dans le registre des frères Boli, Cantona était très proche de Basile, mais très proche aussi de Roger, son frère à Auxerre, et très proche de Claude. Claude n'était pas un footballeur, mais bon, Claude, si tu écoutes ce podcast, je te salue au passage. Donc, voilà. Quand, avec le syndicat mondial, on avait mis sur pied un match contre le racisme à Bernabéu, il y avait 78 télés, le stade, 80 000 machins, et quand tu vois tous ces gens qui se sont déplacés, quand tu vois Di Stefano avec une petite... Enfin, il y avait des choses symboliques et fortes, mais tu peux mettre en place... En plus, avec les moyens qu'il y a, parce qu'il y a certaines choses, tu pourrais dire « Ah, c'est un peu cher. » Putain, il y a des milliards dans le football. Il y a des milliards. Si les gens qui étaient à la tête étaient un tant soit peu impliqués, et s'ils ne le sont pas, qui filent à des gens qui le sont et qui sont pas trop cons, parce qu'il faut pas faire pour faire, tu vois, faut mettre ses tripes sur la table. Et les joueurs, en plus, ils adhéreront. Mais si c'est pour mettre des joueurs les uns à côté des autres, ils le font. Tu leur dis, il faut le faire. Puisqu'ils sont pas racistes, et dire non au racisme, ça leur pose pas de problème. Ils le sont pas. Donc, ils vont dire no racism, no racisme, machin. Mais ils peuvent faire beaucoup plus. Et ils seront OK pour faire beaucoup plus, en fait. C'est ça où ça me fait mal au cœur. Mais bon, wait and see. Chaque chose en son temps. Je crois qu'on a fait déjà un peu, pas le tour de la question, mais que voilà, on en a bien parlé aujourd'hui. Et maintenant, donc, nous allons passer à l'étage 2 de la fusée. L'acte 5
de cette finale de la Coupe du Monde 86 entre la France et l'Argentine. Nous sommes aux alentours de la 35e minute. Je vous resitue un peu les choses. 0-0. On a eu une super occasion avec Gigi Lamoroso, le ballon qui a frôlé les buts, le poteau droit, des buts gardés par Pompidou. Mais après, terrible accélération de Maradona, le ballon a été chippé dans les pieds de Luis, et suite à un effort monumental, une course de 40 mètres, eh bien, les deux génies qui s'opposent, mais Michel et Platini est un peu court, et même s'il joue le ballon, eh bien, il touche le génie argentin, carton jaune pour Platoche, et un coup franc ô combien dangereux, sensiblement le même, qui au premier quart d'heure aurait pu voir l'ouverture du score pour l'Argentine avec Maradona. Et du bout des doigts, le grand Joël Batz qui détourne le ballon, ça touche le poteau, le corner, etc. et tout. Et là, nous étions, avant ce fameux coup franc de la 35e minute qui va être tiré dès que je retournerai au stade Aztèque aux côtés de Georges le Neptunien, nous étions dans le cerveau de Joël Batz. À quoi pouvait-il penser au moment où il plaçait son mur? Écoutez. Oh putain, c'est le coup franc au même endroit. Putain, c'est la tuile, je fais quoi? Déjà, je vais en mettre un 5e dans le mur. Alors l'autre fois, il a déjà joué sur moi. J'avais anticipé, j'ai eu le temps de revenir, mais c'était un vrai miracle. Ouais d'accord, mais si là, il frappe au-dessus du mur, que j'anticipe pas, je suis mort. Putain, je fais quoi alors? Bon, moi j'en peux plus là, hein. Je tremble. Alors emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Peut-être que la misère sera moins pénible au soleil de Mexico, où on oublie tout sous le soleil de Mexico. Alors, vous me balancez au stade Aztèque? Allez, je suis prêt moi, on y va. Salut Georges, comment ça va? Ça va Didier. Alors vous avez peur, hein? Surtout que Dieguito, il s'est relevé, donc il va pouvoir tirer le fameux coup franc. Ouais, je suis pas à l'aise. Attendez, avant de faire repartir le match. Il faut que je me mette un peu en condition. Vous êtes rigolo, vous êtes des machines, c'est pas possible. Nous ne sommes pas des humains, c'est vrai, mais pas des machines non plus. Ouais. Oui, non, je voulais pas vous vexer, ok, mais bon, donc, Diego va se relever. Pour l'instant, il est au sol au moment où l'image est figée. Une partie du mur, Joe a rajouté un joueur. Nous sommes sur la droite, légèrement excentrée, idéale pour un gaucher à 1,50 m en dehors de la surface de réparation. Eh ben, allez-y, Georges, on y va. Eh bien voilà, et 35e minute, Diego Armando Maradona qui embrasse ce ballon et qui le pose doucement à l'endroit où s'est effectuée cette faute. Il prend 3 pas d'élan, pas beaucoup. Il s'élance, oh là là, pas au-dessus du mur, oh, but de l'Argentine! Joe a été merveilleux, mais son appel arrive un peu trop tard, l'impulsion, je crois qu'il la touche. Et au port de moi, dans la cabine à côté, le Victor Hugo Morales là qui hurle. Et qu'est-ce qu'il dit Georges? Qu'est-ce qu'il dit Victor Hugo? Ah Diego, Pibeñolo d'Argentina, evita Perón del Pueblo, esta pelota pasando encima de la pared, es un sol azteco, amanece sobre la civilización azteca. Bon. Ça veut dire quoi ça? Vous comprenez pas l'espagnol, Didier, c'est assez simple. Oui, mais bon, il va à 1000 à l'heure, alors qu'est-ce qu'il dit? Traduisez-moi, vous parlez toutes les langues. Eh bien, il dit, Diego,
Pibe de oro d'Argentina, vous comprenez? Oui, bon d'accord. Diego, enfant d'or de l'Argentine. Evita Perón del pueblo. Oui, d'accord. Evita Perón, elle a compris du peuple. Ouais, machin. Esta pelota pasando por encima de la pared. C'est-à-dire, ouais, ce ballon passant au-dessus du mur. Es un sol azteco. C'est un soleil aztèque. Ça y est, il part encore dans ses délires, quoi. Je veux dire, le cerf-volant cosmique, maintenant il y a le soleil aztèque qui passe au-dessus du mur, et après, qu'est-ce qu'il dit? Amanece sobre la civilisation del football. Donc, c'est-à-dire que c'est un soleil aztèque qui se lève sur la civilisation du football. Ouais, je le fais pas un peu trop, lui. Bon, ouais, reprenons le match. Ouais, voilà, et ouais, les Argentins qui s'enlacent. On le sentait venir. Déjà, c'était un miracle des loups. Le coup franc du quart d'heure, la machin, ouverture du score. Mais quel coup franc. On revoit ça un peu au ralenti. Ah ouais, ça passe au-dessus du mur et ça revient très vite vers le bas. Et il peut rien jouer. C'est un phénomène, ce Maradona. Alors là, j'ai peur que nos coqs aient pris un gros coup sur la tête. Ouais, on les voit ouais. C'est Jano Tigana qui harangue un peu ses coéquipiers. C'est lui qui va placer le ballon voilà, au centre du terrain. Et il a une discussion, on dirait, animée avec Michel Platini. Vous voulez là? Non, je veux la suite du match. On va pas y passer la nuit et les écouter jusqu'à la fin. Sinon, on y est encore dans 2 ans, Georges. C'est bon. Très bien, continuons. Voilà, donc on va remettre tout ça avec Dominique Rocheteau pour Alain Giresse qui donne derrière à Platini qui alerte sur la droite William Ayash contré par Orlaticochea. Attention, Valdano appelle. Non, la balle est trop forte. Et finalement, on sort des limites du terrain. Ça sera une sortie de but. Vous voyez comme ils explosent, ces Argentins, dès qu'ils récupèrent le ballon, pétard. Et après, ils vont se replacer vite en défense. C'est compliqué, hein, ça, Carlos Bilardo, l'entraîneur de l'Argentine, a mis cette tactique au point depuis 2-3 matchs. C'est une équipe qui est difficile à jouer. On l'a vu en quart contre l'Angleterre, a fortiori contre la Belgique en demi-finale. Voilà, ballon pour Luis, extérieur pied gauche, c'est assez rare pour Bruno Bellone. Bruno, Orlaticochea. Oh, ça suffit. Et un coup franc donc à 30 mètres début sur le côté gauche. Il a toujours pas de carton, Orlaticochea, genre? Toujours pas. Dis donc, qu'est-ce qu'il faut? Bon, c'est Platoche qui va le tirer, toujours pareil, hein, il va pas le tirer en l'air avec Tata Brown et Ruggeri. C'est perdu d'avance. D'ailleurs, Maxime Bottis et Battiston ne sont pas montés sur cette action. Voilà, il trouve à 30 mètres début Jano Tigana dribble, court, accélération, ballon pour Gigi qui frappe. Il est contré par Enrique. Attention à la contre-attaque. Giusti qui lance Maradona à l'opposé. Emmanuel Amoros qui revient. Superbe tacle glissé pour Maxime Bottis. Voilà, prolonge Battiston. Luis qui demande la balle, ne l'aura pas parce que là, Giusti s'est éparpillé. Lui, il attend un petit peu. On trouve Platoche bien en jambes malgré sa blessure. On le sait, il a effectué toute cette Coupe du Monde blessé. Voilà, protège bien son ballon devant Batista. Trouve Alain Giresse qui prolonge pour Ayash en soutien, Jean Tigana, on prolonge pour Fernandez, c'est bien, on joue bien, mais il y a toujours ce mur argentin. On prolonge Bruno qui fixe Cuchifio qui le déborde et qui centre. Il est contré au dernier moment. C'est un corner pour la France. Bon ben ça va, après ce but terrible de Maradona, j'ai l'impression qu'on est bien revenu dans le match. Simplement, évidemment, ces corners, toujours pareil, hein, un problème de taille. Ça va se jouer à la rémoise entre Bruno et Manu
à Boros, j'en perds la voix, quelle chaleur au stade Aztec. Manu qui change complètement là-bas au deuxième poteau pour William Ayash qui est monté en arrière latéral pour l'arrière latéral qui remet de la tête en retrait, interception encore Enrique, mais Enrique les aimante ces ballons, c'est un bon joueur Enrique qui donne sur la droite pour Burruchaga, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, El Burru comme on dit là-bas en Argentine, donne à Maradona, mais là on est à la hauteur du rond central. Maradona qui prend appui sur Valdano qui lui remet interception Maxime Bossis qui a décidé d'aller chercher très haut maintenant, il la donne à Platoche, Maradona qui revient sur Platoche, Platoche, magnifique cette roulette devant Maradona et les joueurs qui se toisent, les deux génies du football, oh là 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 là, et finalement Michel la prolonge sur Gigi qui donne encore sur Ayash décidément qui donne beaucoup de possibilités offensives et Ortigochea, un tacle un peu dangereux et du coup l'Argentin il reste à terre, là encore les soigneurs et tout, on ne trouvera jamais le rythme, on revoit au ralenti Platini, Maradona, les deux génies là qui se retrouvent. Ah là là, Georges, l'enfant de Jeuf face à l'enfant de Villa Fiorito, les génies du football qui auront marqué ce sport. De lettres d'or à tout jamais, Georges, sur la planète Neptune, Maradona, Platini, ça vous parle? On a suivi tout ça, bien évidemment. La créativité de Diego était peut-être, selon nous, plus instinctive, là où celle de Michel était plus intellectuelle. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, même s'il y avait de l'instinct aussi dans le jeu de Michel. Mais oui, c'est une formule qui se tient. Et Diego, l'homme aux semelles devant, aurait dit Rimbaud, était, et ce malgré sa puissance, sans doute avec le ballon plus aérien, on dira. Là où Platoche, il rendait, lui, le ballon plus aérien. Platoche, qui n'avait pas les idées courtes, Georges, il se fait toujours soigner, Ortigochea, c'est un peu long, mais bon. Mais les trajectoires de ses passes et de ses tirs étaient courbes, une main à la place du pied, toujours, Georges, un coup d'avance, rendant les choses tellement simples. Vous connaissez en fait l'anecdote d'où c'est venu cette histoire je veux dire d'avoir ce coup d'avance, quoi, de tout de suite savoir ce qu'il faut faire avant d'avoir le ballon? Ça me rappelle quelque chose, mais dites-moi, Didier. Eh bien, ça remonte. Platini était gosse, il devait avoir 7-8 ans, et il va avec son papa Aldo, qui était également un très très bon footballeur au niveau amateur, mais le niveau amateur à l'époque, c'est pas comme maintenant, je veux dire, en 2020, le niveau amateur, c'était des joueurs, crois-moi. Je te tutoie, ça te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Continuez, parce que Ortigochea, il va pas y passer la nuit non plus. J'espère. Donc oui, très rapidement. Donc, avec son papa Aldo, il va à Metz, au stade Symphorien. Lui était de Jeuf, donc c'est pas très loin. Et ils vont voir un match amical entre Metz et une sélection de grands joueurs. Et parmi eux, Laszlo Kubala. Et le génie hongrois de l'époque, qui évoluait à Barcelone. Et à un moment, Kubala reçoit un ballon de la droite et il la donne comme ça sur le côté gauche, mais sans regarder une seconde. Et l'ouverture est géniale. Et donc Michel demande à son papa, mais comment il a pu la donner et réaliser ce geste sans avoir regardé dans son dos? Et Aldo, le papa, lui dit tranquillement, il a vu avant. Il savait avant. Il avait parfaitement photographié la situation dans son dos et le mouvement des joueurs et le placement des joueurs avant. Et ça a marqué Michel, si vous voulez, Georges, tant et si bien qu'après il s'amusait à l'entraînement à vite voir les choses un peu avant, fermer les yeux, et au moment où il les réouvrait, imaginer le déplacement des joueurs et comment ils étaient disposés. Et finalement, plus ça allait et plus il avait anticipé le mouvement des uns et des autres. C'est pas beau ça?
Et du coup, il a travaillé là-dessus et c'est devenu quelque chose de parfaitement naturel. C'est beau, non? Hein? Et puis un papa et son fils, tout ça, cette relation entre Michel et Aldo, magnifique. C'est magnifique en effet, mais quel joueur, quel beau joueur. Ah, content de l'entendre, mais enfin en attendant, on est mené 1-0. Bon, ça y est, voilà, Ticochea, dis donc, j'espère qu'il tiendra compte des arrêts de jeu, le tonton brésilien, l'arbitre. Bon, enfin, bref, de son nom, comment il s'appelle déjà lui? Romualdo Alpi Filho. Bon, allez, donc la touche, elle est pour nous, hein. William Ayash, donc, qui met en retrait pour Tigana, il cherche une solution. Jeannot, ça bouge pas trop devant lui, c'est-à-dire il y a peu d'espace. Oh, il décide d'y aller tout seul, il prend un appui sur Gigi, qui lui remet bien pour Platoche, fin de corps, oh, petit crochet, une frappe, ouh là 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 là, quasiment sans élan et d'une grande puissance. Pompidou était battu, ça flirte presque avec le poteau, je me demande même si ça touche pas le poteau. Je le sens bien, notre Platini national là en ce moment, on voit le ralenti. Ah ouais, ça effleure le poteau. Ça va être forcément sur un coup comme ça, hein, parce que sur les coups de pied arrêtés, ça débloque souvent les situations, mais bon, on n'est pas en position de force. Il va falloir, des gars comme Gigi ou Michel ont une belle frappe de balle, mais là, l'accélération et le décalage de Tigana, ce relais avec Gigi avait pu placer Michel enfin dans de bonnes conditions. Moi, je pense je sais pas vous Georges, mais il va falloir qu'il soit un peu plus haut, Michel, là, parce que et que Jeannot et Luis, ils assurent les arrières, je crois aussi. Bon, on est vraiment sur la même longueur d'onde, hein. J'ai peut-être des côtés neptuniens, ou vous des côtés terriens. Peut-être, allez savoir Didier. Allez, le jeu continue, commentez, oui. Bon, le temps que Pompidou dégage, voilà, long dégagement, c'est bien parce qu'on est haut et ce ballon, du coup, on le récupère de la tête. Luis, aïe, non, Enrique pour Giusti qui décale toujours ses appels de balles de Bruchaga, je les aime pas à droite. Manu, c'est un empereur impérial qui est encore revenu, qui prend appui sur Bossis et encore Manu qui la donne à Platoche. On est à 70 mètres début, petite accélération, 1-2 avec Gigi, encore un deuxième 1-2 avec Gigi, il est dans le rond central, mais qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, c'est incroyable, il a vu Pompidou avancer, mais qu'est-ce que vous foutez, Georges? Vous avez arrêté le match. Oui, Didier, il faut apprécier le génie de votre Platini national. Et à certains moments, dans le football, vous le savez bien, la vie s'arrête. Et regardez sur ce plan arrêté regardez devant vous, sur les côtés, les spectateurs, ces yeux d'enfant, ces yeux ébahi, l'instant s'arrête, Didier, comme en demi-finale de l'Euro 84, quand Jean Tigana fait ce débordement sur le côté, qu'il donne tout ce qui lui reste dans les prolongations à la dernière minute de la prolongation. Ah, vous connaissez vos classiques, je sais, je commentais ce match avec Michel Denisot, une folie. Oui, mais après, le coup du génie, c'est que quand il donne sur son centre en retrait sur Platini, qu'il y a 2 joueurs portugais qui sont là, n'importe quel joueur aurait frappé en force. Mais là, le temps s'arrête, souvenez-vous. Michel Platini contrôle la balle. Comment il peut arrêter le temps alors qu'il est acculé, qu'il y a tant de monde devant lui et qu'il peut à ce point contrôler les événements? Comment, je sais pas. Parce qu'il a arrêté le temps. Et après son contrôle, il nous met une mine de crayon, celle que vous connaissez, qui donne la qualification pour la finale. Donc, il faut apprécier cet instantané. Didier, là le ballon est en l'air, il est quand même très haut, vous pensez qu'il va retomber à temps? Il est clair que Pompidou ne pourra pas revenir, ça ne vous rappelle rien? Guadalajara, 1970? Bien sûr,
Bien sûr, Pelé du rond central qui frappe et Victor avancé comme Pompidou. Simplement, là, ça passait au ras de son poteau, assez haut. Là, ça va passer au ras de la transversale. Mais de quel côté, à l'intérieur du but ou à l'extérieur, au moment où vous arrêtez le ballon, il n'est pas encore redescendu et il est haut. Je peux écouter 2-3 joueurs français, ce qu'ils ressentent à cet instant précis. Allez-y, vous voulez écouter qui? Ce que pense Luis là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Luis? T'inquiète, je le sens, il va redescendre ce ballon. Il va revenir, il va redescendre, mais j'en suis certain. Je pense pas un seul instant que ce ballon ne puisse pas revenir. Oui, il va redescendre, t'inquiète pas. Ah oui. Tiens, sur la gauche, là, Bruno Bellone, là, dites-moi, il pense quoi, Bruno? Mais putain, il va redescendre ce ballon. C'est pas possible, il va redescendre. C'est incroyable. Et puis, une dernière, genre, s'il vous plaît, Gigi, tiens, Gigi. Non, c'est bon, ce ballon il va redescendre, c'est sûr. Michel, il sait ce qu'il fait. Il va redescendre. Soyons tranquilles, allez. Soyons rassurés. Tout le monde y croit, mais tout le monde tremble, mais j'ai entendu. Quoi encore? Ah non, Général, c'est pas possible. Ah non, Général, ce n'est pas possible. Didier, l'heure, c'est l'heure. Eh ben, Général, ce n'est pas possible. En plus, c'est Georges qui a arrêté le match. Je suis désolé, j'ai comme le sentiment que j'ai un peu gaffé. Ah bah ouais, parce que si tu arrêtes pas le match, Georges, on sait si le ballon est à l'intérieur ou à l'extérieur. On aurait eu le temps. Et là, le général, non. Vous allez vous mettre tous les bravados, général. Non, vous êtes très populaire, mais votre popularité, je suis désolé, elle va fondre comme neige au soleil. C'est pas possible. Donc là, il va falloir attendre le prochain podcast pour savoir si le ballon est entré ou pas. C'est ça, général? C'est tout à fait ça, Didier. Oh putain. Mais je deviens fou, moi. Est-ce que je peux revoir juste l'action au ralenti avant? Allons-y. Alors, oh là là, ce ballon, ce double 1-2 avec Giresse. Et là, il est dans le rond central, un peu à l'intérieur du camp argentin. Mais à quel moment, j'essayais de voir au ralenti, à quel moment il peut voir que Pompidou est aussi avancé? Mais j'y suis! Je suis bête. On l'a expliqué tout à l'heure. C'est Kubala. Ben oui. Et rendez-vous compte, ce qui est fantastique dans la vie, oui, l'effet papillon qui arrive, mais les conséquences, je veux dire, plus de 20 ans plus tard. C'est extraordinaire. Si on vous dit, Georges, écoutez bien, c'est important. On vous dit, voilà, il y a ce gosse, tu vois, dans les tribunes de Saint-Symphorien, avec son papa. Son papa lui explique. Évidemment, il a pigé. Il s'entraîne à ça. Il maîtrise ça. Et plus de 20 ans plus tard, grâce à ça, si on lui avait dit à son papa Aldo ou à lui, Michel, voilà, tu maîtrises ce truc, tu vois, dans plus de 20 ans, tu seras au Stade Aztèque et tu auras fait une photographie parfaite de la situation par rapport à une action compliquée, parce que tu viens de faire un double 1-2, mais toi, tu sais que le gars, il a été un petit peu imprudent et il s'est avancé. Alors après, faut être capable, parce que là, il y a 43 mètres. Donc 43 mètres et réaliser le coup parfait, je sais pas. Et puisqu'il faudra attendre le prochain podcast. Machin. Mais c'est fantastique. C'est Kubala, Platini, tout ça, la transmission, le machin, le truc. C'est magnifique. Mais quelle frustration, en général. Je suis désolé pour tous les braves et pour vous, Didier, mais l'heure, c'est l'heure. Sinon, c'est la chienlit. Oui. Alors vous, les militaires, l'heure. Oui, mais si on veut dormir encore 5 minutes, l'heure, c'est l'heure. Bon, alors allez-y, concluons. Longue vie aux braves. Merci, général. Bon, désolé à tous, on se retrouve. C'est pas grave. Moi, je sens... Il est haut ce ballon, ce putain de ballon. Mais ça va bien rebondir quand même. Merde, pour une fois. Quelle action les enfants.
Ça va rentrer dans l'histoire, mais il faut déjà que ça entre dans les buts. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. À très vite, les braves. Tira el centro, clave, gol.